le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, un véhicule fou qui sème la terreur dans une rue piétonne de Trèves en Allemagne. Il a tué 4 personnes. La police tente de cerner les motivations du conducteur. Détail en direct avec Daniel Welter. C'est reparti pour le shopping dans les commerces dits non essentiels. Et la foule était au rendez-vous du côté de la rue Neuve à Bruxelles. Reportage dans un instant. Quelques longueurs dans les piscines, c'est aussi possible désormais, mais pas dans les thermes, sauf de l'autre côté de la frontière. Nos équipes ont croisé plus d'un Belge à Valkenburg, aux Pays-Bas. L'Union européenne libère 2 milliards d'euros pour des mesures de relance en Belgique. La présidente de la Commission européenne nous a accordé une interview exclusive. Et puis présentation du premier camion poubelle de l'espace. Ce satellite s'envolera en 2025 pour une opération nettoyage inédite. Le bilan est lourd et la population sous le choc à Trèves, en Allemagne. Cet après-midi, un véhicule fou a balayé plusieurs personnes dans une zone piétonne du centre-ville. Il y a 4 morts et une dizaine de blessés. Pascal Bustamante. Le drame s'est déroulé dans cette rue piétonne de Trèves, à quelques kilomètres du Luxembourg. D'après les premiers témoignages, un chauffard s'est engouffré dans l'artère commerçante au volant d'une grosse voiture et a percuté plusieurs passants. 4 personnes sont décédées, dont un bébé. Une quinzaine de personnes ont été blessées à différents degrés. Le chauffard a poursuivi sa route et a été interpellé par la police à quelques centaines de mètres de ce qui ressemble bien à un assaut. Wir konnten dieses Auto dann in der Christophstraße, das ist hier am Ende der Fußgängerzone, stoppen, den Fahrer festnehmen. Das ist ein 51-jähriger Mann, ein Deutscher aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Sofort waren viele Einsatzkräfte der Polizei und der Rettungsdienste vor Ort. Wir können zur Motivation des Mannes noch nichts sagen. Er ist festgenommen, er wird zurzeit vernommen. Im Moment besteht keine Gefahr mehr. Les réactions ont fusé de toutes parts en Allemagne. Le porte-parole de la chancelière Angela Merkel a qualifié l'événement de choquant. Wir alle sehen diese Bilder immer wieder im Fernsehen aus anderen Ländern und wir denken immer, in Trier kann das nicht passieren. Und jetzt ist es in Trier passiert und ich stehe hier als Oberbürgermeister und bin sprachlos. Les autorités allemandes sont sur le qui-vive en ce qui concerne ce genre d'attaque. Elles ont déjoué pas moins de 17 tentatives d'attentat à la voiture bélier depuis 2009. En décembre 2016, le groupe terroriste État islamique avait attaqué le marché de Noël de Berlin en faisant 12 morts. L'attaque djihadiste la plus meurtrière jamais commise sur le sol allemand. Alors, attaque ciblée ou acte désespéré? Bonsoir Daniel Welter, vous êtes notre envoyé spécial à Trèves. La police tente d'en savoir plus sur les motivations du conducteur du véhicule. Oui, effectivement, et l'individu a été interrogé toute l'après-midi. Alors, ses motivations ne sont pas encore très claires. On sait que c'est un homme de 51 ans qui habite ici, dans la périphérie de Trèves. Selon les tout premiers témoignages, l'auteur connaissait des problèmes psychologiques, des problèmes d'argent. Ce soir, la police nous dit qu'il conduisait sous l'influence de l'alcool. La police estime aussi qu'il n'avait pas de motivation politique. L'enquête n'en est évidemment qu'à ses débuts, mais ce serait plutôt donc un coup de folie. Derrière moi, le quartier a longtemps été bouclé. On a vu énormément de policiers ratisser toute la zone à la recherche d'indices. Si c'est un coup de folie, il est très très meurtrier, puisque ce soir, on parle donc déjà de 4 personnes décédées et d'au moins d'une quinzaine de blessés, dont certaines dans un état critique. Daniel Welter pour les précisions à Trèves. Merci à vous, Daniel. L'actualité chez nous, c'est la réouverture des magasins dits non essentiels. Et vous êtes nombreux, même en pleine semaine, à avoir choisi de prendre un peu de temps pour le shopping. Du côté de la rue Neuve, à Bruxelles, par exemple, on a assisté à une réelle affluence. Éric Bévert. Non, ce n'était pas le premier jour des soldes, mais celui de la réouverture des commerces. La rue Neuve a attiré tellement de monde ce mardi qu'en début d'après-midi, l'accès a été limité côté place de la Monnaie. C'est fermé, monsieur. Il faut faire le tour. La rue n'a pas vraiment été fermée, mais il fallait entrer par les côtés pour éviter l'embouteillage aux extrémités. Une méthode qui n'a pas convaincu tout le monde. Il y a certainement une logique qui me dépasse. Donc j'ai beaucoup de respect pour ce qui est fait et c'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà, je suis très compréhensif. Sinon, une fois dans la rue, il faut suivre un sens de circulation et tenir sa droite. Le masque est de rigueur et les marques au sol rappellent les distances de sécurité. Mais pourquoi vouloir absolument faire ses achats le premier jour ?
C'était par hasard, je ne veux pas venir exprès, j'avais des travail à la commune, c'est pour ça que je suis venue. C'est très très important parce qu'on évacue tout le stress de l'année avec les achats. Je suis enceinte, donc les courses en ligne pour un bébé, c'est pas si facile, surtout quand c'est la première fois. Pour les enfants, on n'a plus de vêtements d'hiver, donc on est obligé de venir. Malgré les contraintes, les commerçants semblent ravis. Ça fait du bien vraiment, après un mois qu'on est resté à la maison, ça fait vraiment plaisir et on est content de retravailler et d'ouvrir les magasins. Mais cette forte affluence laisse aussi certains badauds perplexes. On ne s'attendait pas à tellement de monde, franchement, j'étais même pas sûre que tout soit ouvert. Je suis très très étonnée, mais ma foi. Vous êtes venu quand même, vous êtes resté? Oui, on est quand même resté. On n'a pas bien fait. Je vais rentrer en courant parce que c'est insupportable. Des réticences pas vraiment partagées par les plus jeunes. Ça changerait si je venais aujourd'hui ou demain. Je pense que demain aussi il y aura beaucoup de gens. Je suis jeune, ça me fait pas peur. Sauf ça fait peur pour mes parents, mais pas pour moi. Le vrai test pour la rue Neuve, ce sera en fait ce samedi. En attendant, certains ont trouvé comment faire du shopping en toute sécurité. Mais un piétonnier, cela se parcourt à pied. Il y aura sans doute un PV à la clé. Oui, et en ce jour de reprise d'activité, les commerçants sont partagés. Il y a le plaisir et le besoin de retrouver le client et aussi la crainte de devoir gérer une affluence sans doute plus forte encore le week-end prochain. Jennifer Istas. Premier accueil de clients. Monsieur, bienvenue. La distance se fait individuellement. Vous ne pouvez pas faire les achats à 2 en magasin ou à 3. Et première tension autour des règles sanitaires. Et maintenant, je vais rentrer faire mes achats. Et celui qui m'empêchera, ça ne va pas le faire. Je suis désolé. Pourtant, aujourd'hui, on était encore loin de l'affluence des grands jours. Alors les commerçants se préparent déjà pour ce samedi. Alors on a 2 comptages, on a un comptage qui est électronique et un comptage manuel. Et donc on monitore ce contrôle toutes les demi-heures pour regarder où nous en sommes dans les entrées. Et à l'extérieur, on a également un service de sécurité qui est renforcé et qui sera encore plus renforcé samedi pour prévenir nos clients de l'attente et aussi parfois peut-être les dissuader d'attendre trop longtemps et d'aller sur Internet faire leurs achats. Dans cette galerie commerçante bruxelloise, même constat, quelques heures après le lever de rideau, les sentiments sont partagés entre soulagement et crainte. Super contente de réouvrir parce que rester à rien faire, c'est lourd, etc. On se pose des questions aussi au niveau du travail, si ça va continuer ou pas. Mais voilà, là maintenant, aujourd'hui ça va. Voilà, il y a un peu de monde, pas trop non plus. Donc voilà, on arrive à gérer. Maintenant à voir pour fin de semaine. Peut-être que là, il y aura un peu plus de monde. Ce week-end, je crains plus le monde. Mais je suis contente, malgré tout, de revoir un peu plus de monde et c'est plus agréable aussi, quoi. Donc, revoir notre belle clientèle avec cœur et la joie et tout ça, ça fait plaisir. À chaque magasin, ces quotas de clients autorisés, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. 30 minutes maximum par enseigne et pas plus d'un adulte à la fois. Et sachez que les soldes d'hiver seront décalés de 2 jours. Ils commenceront le lundi 4 janvier pour éviter l'affluence du samedi. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'économie, Pierre-Yves Dermagne. Et puis c'est reparti aussi pour des plongeons et des longueurs dans les piscines. Toutes ne sont pas encore ouvertes parce qu'il faut le temps de réchauffer les bassins. Cela dit, certains étaient bien prêts. Exemple à Braine-le-Comte où nous rejoignons Jean-Christophe Willems. Bonsoir Jean-Christophe. Ces quelques brasses se font-elles vraiment en toute sécurité désormais ? Oh oui, d'autant qu'il n'y a pas encore énormément de monde à l'heure où je vous parle. Cette piscine est prévue pour accueillir 30 personnes avec les normes Covid, donc 5 nageurs par couloir. Et on est pour le moment à peu près 20 nageurs. Mais c'est vrai qu'il faut s'y retrouver dans toutes les mesures, puisque les adultes peuvent venir, mais uniquement à titre individuel. S'ils font partie d'un club, eh bien, ils doivent rester chez eux. Ce sont les enfants de moins de 13 ans qui peuvent venir en club. Et Madame de Ramé, ce ne sont pas les seules mesures qui ont été prises. On ne peut plus venir à la piscine quand on veut sur un coup de terre. Non, on ne peut plus venir à la piscine quand on veut. Il est absolument nécessaire de réserver. La nage est permise pendant 1 heure. Dans un couloir, 5 personnes maximum, comme on l'a dit. Et alors, les horaires aussi ont été modifiés, puisqu'à partir de 21 h, évidemment, vu le couvre-feu, on a fermé la piscine. Alors, une question que beaucoup de parents se posent, est-ce que les piscines vont être accessibles aux écoles ? Oui, bien sûr, les piscines vont être accessibles aux écoles primaires. Les écoles ont été prévenues, on attend leur retour et savoir si ils vont effectivement occuper les plages horaires qui leur ont été réservées depuis le début d'année. Est-ce que cette réouverture vous a surprise ?
Oui, évidemment. Même si on attendait vraiment avec impatience et qu'on était prêt, la réouverture de la piscine a été une surprise. Et depuis qu'on le suppose et depuis qu'on a la confirmation, toutes les équipes étaient sur la brèche pour pouvoir réouvrir en temps et en heure. Malheureusement, vous n'allez pas fonctionner à plein régime. Il n'y a que les couloirs de natation qui sont prévus. Ça veut dire que vous allez avoir combien de personnes par mois, plus ou moins ? On attend entre 4500 et 5000 personnes par mois, en tout cas ici pour ce mois de décembre. C'est beaucoup moins que d'habitude. Mais enfin, quand on voit le plaisir que les nageurs ont et le sourire qu'ils ont à la sortie du bassin, on est vraiment content d'avoir pu réouvrir cette piscine dès la possibilité. Le sourire, on ne le voit pas parce qu'ils sont dans l'eau pour le moment. Alors on précise que les bassins sont ouverts, mais uniquement pour la natation, parce que si on se retourne et qu'on regarde derrière moi, eh bien tout ce qui est pataugeoire, tout ce qui est wellness, tout ce qui est bain à bulles, eh bien tout cela, ça reste fermé pendant un temps encore indéterminé. Merci à vous Jean-Christophe, merci aussi à votre invité. Et vous venez d'en parler, toujours pas question de nager dans les grandes piscines des thermes en Belgique. Ces lieux qui rassemblent donc des saunas, des jacuzzis et autres hammams restent fermés au public. Ce n'est pas le cas de l'autre côté de la frontière, aux Pays-Bas. Marie Bourguignon s'est rendue à Valkenburg et elle a croisé plus d'un Belge. Une eau paisible, chauffée à 33 degrés, de quoi évacuer tout le stress accumulé en cette période difficile. Ce matin, ils étaient plusieurs Belges à s'être laissés tenter. On voulait un peu se détendre et comme c'est fermé en Belgique, on préférait venir ici. Je viens rechercher la chaleur, la douceur, le côté cocooning, la bienveillance qu'on peut se donner à soi-même dans des moments où on est un peu plus stressé, on a besoin de prendre soin de soi. Dans ces termes proches de la frontière, 25% des clients sont belges. En cette période de crise sanitaire, ils ne sont ni plus ni moins nombreux que d'habitude. Parfois, ils nous appellent et demandent s'ils sont les bienvenus, parce que les mesures sont différentes. Et bien sûr, on ne rejette pas les Belges. S'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Chez nous en Belgique, les espaces wellness doivent rester fermés. Pour cette responsable de terme en province de Liège, cette absence de cohésion avec les pays frontaliers pose question. C'est interpellant, je veux dire, ce manque de cohérence entre les différents pays, que ce soit la France, la Hollande, et les personnes, bien évidemment, ont envie d'aller d'un côté ou de l'autre pour pouvoir satisfaire certaines envies ou certains besoins. Je pense qu'on peut comprendre à un moment donné, certaines personnes dans certaines situations n'en peuvent plus. Une chose est claire, notre gouvernement n'estime pas que les thermes sont des lieux essentiels. Chez nos voisins néerlandais, par contre, les autorités ont un avis bien différent. Ici, même pendant les semaines de confinement très strictes, le gouvernement a décidé que les wellness et les saunas pouvaient être ouverts aussi. Parce que comme le sport est important pour les gens, la relaxation et le bien-être mental le sont aussi. Et j'ai été interpellée par la manière dont ils ont décrit sur le site que les politiciens ici aux Pays-Bas reconnaissaient l'importance justement des termes parce que ça permet de diminuer le stress et ça permet de travailler aussi sur l'immunité. Et donc j'avais trouvé ça vraiment une belle philosophie et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas mettre en application ça chez nous. En Belgique, aucune date n'a été annoncée quant à la réouverture des thermes et des espaces wellness. Par contre, je vous rappelle que vous pouvez aussi à nouveau pousser les portes des musées et des expositions sur réservation. Exemple, au musée de la photographie à Charleroi, plusieurs visiteurs se sont déplacés cet après-midi pour admirer les clichés du Belge Yves Wauquiez. Des photos sur le pays noir, sur ses habitants, sur les anciens mineurs aussi. Pour les visiteurs du jour, c'est un plaisir de retrouver enfin un pan de culture. Les activités extérieures à la maison, pouvoir se sentir libre, c'est important. Et je crois que le fait d'accéder à un musée apporte ce sentiment de cette bouffée d'air, cette espèce de petit moment de liberté qui fait qu'on peut profiter d'autre chose que de rester enfermé chez soi. C'est une évasion, c'est un besoin de voyager, de quelque part rencontrer une œuvre, c'est rencontrer un artiste, rencontrer d'autres mentalités, c'est une ouverture sur le monde. Et pendant ce temps, sur la scène politique, les propos du ministre de la Santé font toujours des remous. Frank van den Broek l'a affirmé, la décision de fermer les commerces non essentiels il y a un mois, c'était avant tout une mesure choc pour la population. Alors aujourd'hui, c'est sûr, il y a bien un choc jusque dans les rangs du gouvernement. Thomas Deschamps.
Alors que le gouvernement célèbre ce mardi ses 2 mois d'existence, l'esprit n'est manifestement pas à la fête dans la majorité. Confronté hier soir aux critiques à l'encontre de son ministre de la Santé, le président du SPA le défend envers et contre tous, y compris le MR. Het is niet nieuw dat tegenstanders iemand proberen natuurlijk aan het wankelen te brengen wat niet gebeurd is. zijn ook coalitiegenoten bij MR onder meer. Ja, maar we hebben de aanpak van de MR gezien voor in de vorige regering. Te snel versoepelen heeft ons wel in deze shit gestort natuurlijk. Dus dat is natuurlijk ook niet slim geweest. Un agacement évident causé par une série de déclarations sur les réseaux sociaux de la part de mandataires MR qui ne s'attendaient sans doute pas à pareille réplique. Je tiens juste à indiquer qu'il n'y a pas eu de relâchement trop rapide. Le phénomène que nous connaissons en Belgique est identique dans tous les pays européens et donc on doit avoir un peu de modestie par rapport à cela. Et le deuxième élément que j'ai envie de dire aujourd'hui à Conor Rousseau, c'est surtout travaillons dans le respect de chacun. Ambiance donc, et des partenaires de coalition comme le Parti socialiste qui se retrouvent pris entre 2 feux. Je regrette évidemment ces propos, je trouve qu'ils ne sont pas corrects sur le fond et ils sont maladroits sur la forme, ça crée de la confusion et c'est vraiment la dernière chose dont on avait besoin. Après le premier confinement, on a voulu relâcher, on a voulu se dire ça y est, c'est fini, on peut reprendre la vie normale. Et ce faisant, en allant sans doute un peu trop vite, on a provoqué une deuxième vague qui a été plus forte que ce qu'elle aurait pu être. Alors ce soir, c'est finalement le chef d'équipe qui sort de sa réserve pour défendre lui aussi son ministre et tenter de stopper la réaction en chaîne. Qu'il y a un moment donné qu'il y ait de la critique, je pense que c'est honnêtement normal. Ça se passe en Belgique, c'est comme ça partout en Europe. Ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on voit des résultats. Et qu'on n'est plus le plus mauvais élève de l'Europe. On l'a été 2 fois. On ne va pas le faire une 3e fois. Et le Premier ministre de défendre le même état d'esprit qu'il appelle de ses voeux dans un récent clip de sensibilisation. À voir si cela suffira à calmer le jeu. Et le Premier ministre Alexander De Croo était interrogé à Paris où il rencontrait le président Macron cet après-midi. Les 2 hommes tentent de coordonner leurs efforts pour limiter les voyages à l'approche des vacances de fin d'année. Rachel Crivellaro et Alice Debatty. Échange de sourires masqués et regards accueillants pour cette première visite de courtoisie entre le président français et le Premier ministre belge. Au menu du déjeuner de travail des 2 dirigeants, la crise sanitaire et notamment la question épineuse des vacances de fin d'année. Le gouvernement français a déjà annoncé que toutes les stations de ski resteraient fermées, une mesure saluée par le Premier ministre belge. Il est clair que du côté belge, on apprécie beaucoup la position française par rapport au sujet des infrastructures de ski lors des vacances de Noël. Je pense qu'on aime tous beaucoup les vacances d'hiver. Il y a beaucoup de Belges qui viennent en vacances en France. Mais je pense qu'il faut être clair que maintenant, dans la situation qu'on est, c'est vivement déconseillé. Alexander De Croo a également insisté sur la nécessité d'une solidarité entre pays. Une vue partagée par Emmanuel Macron qui a prévenu que des contrôles auraient lieu des 2 côtés de la frontière. On va évidemment se coordonner pour permettre justement d'éviter les brassages trop importants dans des zones qui pourraient être infectieuses, on le sait. Ça fait partie des éléments de contrôle aussi qu'on pourra mettre à certains points de manière totalement coopérative. On l'a fait aux aéroports, par exemple, et on va continuer. Et à quelques jours d'un sommet européen, les 2 dirigeants appellent à une plus grande coopération des États membres. Maintenant, il faut de la coordination européenne sur ce point parce qu'on n'est pas tous exactement alignés. Nous le sommes avec l'Allemagne parfaitement. On veut aussi convaincre nos partenaires. Je sais que l'Italie aussi est sur cette ligne. L'Autriche, par exemple, veut, elle, ouvrir ses stations de ski pendant les fêtes. Et pour ceux qui seraient tentés, le Premier ministre Alexander De Croo a été très clair aujourd'hui. Les contrôles seront renforcés pour les personnes de retour de zone rouge. Dans la suite de ce journal, la lutte contre un autre virus, le sida. Il a été découvert il y a bientôt 40 ans et il n'y a toujours pas de vaccin. Nous saluerons aussi notre consoeur Martine Tang. C'était la reine du JT sur la VRT. Elle a présenté sa toute dernière édition hier soir. Enfin, gros plan sur Tessa Willard, la capitaine de l'équipe nationale féminine de football. Ce soir, avec les Red Flames, elle tentera de décrocher la qualification pour le prochain Euro.
Et d'abord, ce fait divers qui prend une toute autre dimension vu la personnalité de l'un des protagonistes. Un eurodéputé hongrois a été surpris à Bruxelles en pleine fête à caractère sexuel avec une vingtaine d'autres personnes. C'est en contradiction totale avec les règles sanitaires anti-Covid et aussi en contradiction totale avec la politique défendue par ce député. Bonsoir Annick Capel. Parlons des faits tout d'abord. Alors les faits se sont déroulés vendredi soir au premier étage d'un bar dans le centre de Bruxelles. La police est alertée par des voisins qui se plaignent de tapage nocturne. Une fois sur place, elle découvre une vingtaine de personnes, apparemment uniquement des hommes, en pleine orgie sexuelle. Lors de l'intervention, un des hommes tente de s'enfuir par la gouttière. Il est malgré tout interpellé et comme il n'a pas ses papiers avec lui, il est ramené à son domicile par la police. Et une fois sur place, la police découvre son identité. Il s'agit de József Szájev, un député européen d'origine hongroise qui entre-temps a démissionné de ses fonctions. Et donc son attitude ne colle pas vraiment avec les valeurs qu'il défend publiquement dans son pays, en Hongrie. Non, parce que József Szájev est membre du Fidesz, qui est le parti de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, un parti, on le sait, conservateur. Mais le plus étonnant, c'est que József Szájev est l'un des architectes de la nouvelle constitution hongroise. Un texte ultra-conservateur qui sanctifie en quelque sorte le mariage comme étant l'union exclusive entre un homme et une femme. Un texte d'ailleurs largement décrié par la communauté LGBT en Hongrie. Merci à vous Annick, merci pour ce direct. Bien loin de cette histoire, parlons des priorités de l'Europe, la lutte contre le coronavirus et la relance économique. La Commission vient d'ailleurs en aide aux États membres. Elle a accordé 2 milliards de prêts à la Belgique pour soutenir la relance. C'est ce qu'a annoncé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dans une interview exclusive accordée à la RTBF. Olivier Henrion et Benoît Feith. Cette enveloppe de 2 milliards d'euros s'adresse avant tout aux entreprises et aux indépendants durement frappés par la crise. Dans la pratique, elle leur permettra de soutenir le financement des chômages partiels et des congés Corona. Une façon de sécuriser l'emploi dans des secteurs fragilisés par les mesures de confinement. The basic message to the companies is: we know the crisis is hard, but don't lay off your workers. Keep them in the company. Even if there's not enough work, we will subsidize the wages, because when the economy picks up again, when the market picks up again, and the orders come, you can take the orders because we have the skilled personnel. Cette première enveloppe prendra la forme d'un prêt à taux avantageux. Une aide ponctuelle, mais qui sera suivie d'autres enveloppes prévues dans le cadre du programme SURE de la Commission européenne. Pour la Belgique, le montant total des prêts prévus pourrait ainsi s'élever à 7 milliards 800 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Car derrière cette expérience pilote, d'autres fonds sont encore prévus. For the whole crisis, the big package, of course, is Next Generation EU. This is for Belgium a large amount of 38 billion in grants and loans because this crisis is very severe and we have to make sure that we get out stronger from the crisis than we went into it. Mais ce vaste programme de relance négocié il y a déjà plusieurs mois est lui actuellement bloqué en raison du veto de la Pologne et de la Hongrie, 2 États membres de l'Union qui refusent toujours de voir cette aide liée au respect de l'état de droit. Oui, l'Europe lancée aussi dans la course aux vaccins contre le Covid, des vaccins développés en 10 mois à peine. Voilà qui contraste avec un autre virus, le sida, 40 ans presque depuis sa découverte et toujours pas de vaccin. Alors pourquoi, après tant d'années de recherche? Réponse avec Valentin Boisgelot. C'est son rituel quotidien. Fin de journée, François Patrick prend son unique comprimé contre le VIH. Grâce à ce traitement, même s'il est séropositif, il ne développe pas la maladie du sida et il n'est pas contagieux. Je ne peux plus transmettre le virus du VIH à mon partenaire. Je ne peux plus parce que je suis indétectable. Donc je ne peux plus contaminer le virus à quelqu'un. Reste la question d'un vaccin qui ne voit toujours pas le jour. Il faut être honnête, c'est une histoire de gros sous. On ne met pas assez d'argent parce qu'on se dit, bon, il y a déjà les antirétroviraux, il y a déjà les gens peuvent déjà être indétectables. Oui, je pense qu'il y a toutes ces raisons-là. Plus de 30 ans de recherche et toujours aucune piste satisfaisante pour un vaccin anti-VIH. Mais pour les experts, ce n'est pas une question de manque d'argent. Le problème, c'est que ce virus est difficile à gérer. Chez un même individu, le virus VIH mute plus
que le virus de la grippe sur toute la planète. Il y a un nouveau concept qui est en train de se développer, mais ça c'est encore un concept qui n'est pas du tout expérimenté en clinique, c'est de vaccin mutant lui-même. C'est de créer des vaccins qui seraient eux-mêmes capables de changer. En attendant un tel vaccin, les associations de terrain insistent, rien ne vaut le dépistage. La dernière chose qui fait que cette épidémie continue, ce sont uniquement les gens en fait, qui sont séropositifs et qui ne le savent pas. On sait qu'aujourd'hui, les gens se font dépister environ tous les 3 ans. L'OMS recommande de le faire tous les 3 mois. Donc c'est le testing. Se faire tester, c'est la grande façon de pouvoir mettre fin à une épidémie parce que quand on connaît son statut, on peut agir en fonction. 38 millions de personnes sont porteuses du VIH dans le monde. Une épidémie qui stagne ces dernières années malgré tous les moyens mis en œuvre pour la faire reculer. En bref, une confirmation de la victoire de Joe Biden dans l'Arizona et le Wisconsin. Les résultats sont officiellement certifiés et donc incontestables. D'ailleurs, sur place, les recours menés par Donald Trump ont été rejetés ou retirés, mais le président sortant tente toujours de faire annuler les victoires du président élu en Géorgie, dans le Michigan et dans le Nevada. Un au revoir et un record d'audience hier pour le journal de la VRT. Martine Tang, la présentatrice phare de la chaîne, a présenté son dernier JT. Plus de 40 ans de carrière saluée par une kyrielle de personnalités et par le Palais Royal. Martin Collier. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Martine Tange. C'est un visage bien connu au nord du pays. Martine Tange a pris les manettes du journal de la VRT pour la dernière fois hier soir. Une icône en Flandre, célébrée jusqu'au Palais Royal. U bent en u zal voor mij altijd een icoon zijn van het nieuws. In het kader van zijn officieel bezoek aan ons land is koning Khaled van Saoedi-Arabië vandaag naar Antwerpen geweest in het gezelschap van prins Albert. Au cours de sa carrière, Martine Tange aura couvert les grands moments de l'histoire contemporaine, de l'explosion de Tchernobyl aux Jeux Olympiques de Rio. Une journaliste et une femme dans un monde d'hommes. Ik herinner me nog zeer goed dat ik eens een verslag moest maken van een staking bij het spoor, of nee, op Zaventem. En ik kwam daaraan met mijn cameraploeg en de man die ik moest interviewen kwam op mij afgestapt, stapte mij straal voorbij en ging naar de ploeg en zei: en waar is de journalist? Is er geen journalist bij? Ja. Au cours de sa carrière, Martine Tange a toujours mis l'accent sur le bon usage du néerlandais, une attention qui lui a d'ailleurs valu plusieurs prix, ainsi que la reconnaissance du monde politique d'Herman Van Rompuy à Bart de Wever, jusqu'au Diable Rouge, Jan Vertongen. Ik en heel veel Vlamingen hebben genoten elke avond als trouwe kijker van u bij het Late Avondjournaal. We gaan u missen. Après 42 ans de carrière, Martine Tange va pouvoir profiter de sa famille, de son petit-fils Max, mais pas sans un dernier mot à ses quelques 2 millions de téléspectateurs. Dank dat u bij ons was. Ik zal u missen. Hou het veilig. Hou vol. Het komt allemaal weer goed. Voilà, et on salue chaleureusement notre consoeur. Un œil vers l'espace à présent, avec la préparation d'une mission inédite, le nettoyage de débris en orbite. L'Agence spatiale européenne va envoyer son tout premier nettoyeur spatial en 2025. Et vu les milliers d'objets qui errent autour de la Terre, il y a là un solide marché en perspective. On voit tout cela avec Pascal Bolekens. C'est le premier camion poubelle de l'espace. Ce satellite s'envolera en 2025, direction l'approche banlieue autour de la Terre. Il sera chargé d'enlever un débris de 112 kilos, un reste d'une fusée européenne lancée en 2013. La démonstration devra prouver que cette technologie fonctionne. Cette éboueur spatiale est développée par une start-up suisse. Elle vient de signer un contrat de 100 millions d'euros avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne. C'est la première fois que nous faisons confiance à une start-up pour une mission de cette importance. Nous leur demandons, en tant que service, de nous enlever cet objet qui pèse une centaine de kilos. Donc d'aller le rejoindre, l'agripper et le détruire en rentrant dans l'atmosphère. Ces débris sont en fait d'anciens satellites devenus inactifs et qui depuis tournent indéfiniment. En 60 ans, 42 000 objets ont été mis en orbite, 23 000 sont en errance. La banlieue terrestre ressemble désormais à une fourmilière, des débris qui peuvent être dangereux.
Les vitesses orbitales dans les satellites en orbite basse sont énormes, de l'ordre de 25-28 000 km par heure. Virtuellement, chaque objet, chaque débris est un projectile extrêmement rapide, capable de perforer des blindages énormes. Et donc, on a un effet de réaction en chaîne, tel que ça a été illustré dans le film Gravity. Et le nombre de satellites ne fait qu'augmenter. On comprend donc tout l'enjeu de ce nettoyage. L'an dernier, la Station spatiale internationale a même dû changer 3 fois de trajectoire pour éviter des collisions. Ce n'est pas non plus la première fois que l'on cherche à mettre au point un satellite éboueur efficace. Réponse en 2025. Musique dans ce journal avec la rencontre d'un virtuose du piano, Sofiane Pamar. Ce Français primé du Conservatoire de Lille s'est aujourd'hui imposé sur la scène rap francophone. Il met notamment ses compositions au service du hip-hop. Voyez ce portrait signé Grégoire Ekmans. Sofiane Pamar est devenu le pianiste que les rappeurs s'arrachent. Le Lillois a 3 ans quand il commence à recomposer des mélodies sur son piano d'enfant. À 7 ans, il entre au conservatoire. Mais son univers à lui, c'est aussi le hip-hop. Après avoir terminé son parcours classique avec brio, il compose pour des rappeurs français célèbres comme Medine ou bien Vald. L'artiste explore plusieurs facettes de son art. Il jongle entre musique urbaine et classique en adaptant ses compositions à la sensibilité de ses partenaires. Finalement, je navigue vraiment entre ces deux mondes tout le temps. Entre le monde du classique au sens du piano solo et le monde du rap où à chaque fois je me retrouve à être en studio et à ce moment-là je me mets plus moi au service de l'émotion que ressentent les rappeurs pour essayer de la pousser à leur maximum. Des émotions partagées depuis 2013 avec le rappeur belge Silla. Sa particularité, c'est d'avoir fait avoir à la fois un parcours classique et en parallèle un parcours avec beaucoup de rappeurs. Et donc il mêle le savoir-faire, on va dire traditionnel, avec tout l'instinctif et la spontanéité qu'on peut retrouver dans la musique urbaine et donc le rap. En fait, c'est une éponge, c'est quelqu'un au niveau émotionnel, il peut ressortir, quand il est dans une pièce, je crois qu'il capte l'émotion qui est autour de lui et elle ressort automatiquement dans ses doigts sur piano. Et grâce à cette rencontre, un lien particulier naît entre le Lillois et Bruxelles. Moi j'ai grandi près de Lille. Et donc, géographiquement, j'étais très proche de la Belgique. Ça a facilité pas mal de choses. Et ensuite, donc, il y a eu la rencontre avec Silla. Et on a eu tellement de boulot ensemble qu'en fait, on s'est retrouvés à beaucoup travailler ici, dans cette ville, à Bruxelles. Et de fil en aiguille, j'ai noué une histoire avec Bruxelles. Ah, le monde est à mes pieds, oui. Tu n'as pas besoin de parler. L'histoire donne naissance à 2 albums en commun. Avec Pleine Lune 1 et Pleine Lune 2, ils remplissent les salles de concert. Je ne regarde plus le poids des années. Sans toi, je supplie Dieu d'arrêter de vivre. Et personne ici pourra me blâmer. Donnez-moi ne serait-ce qu'encore une heure à vivre ensemble. Je pourrais mourir demain pour te couvrir le cœur que tes rires m'enfantent. Je pourrais m'ouvrir le mien. À présent, c'est seul que le génie du piano s'exprime. Son premier album solo Planète vient d'être réédité. Une véritable invitation au voyage intérieur. Sur la scène sportive, sachez que Lewis Hamilton ne prendra pas le départ du Grand Prix de Formule 1 de Sakhir à Bahreïn dimanche prochain. Le Britannique, champion du monde, est positif au Covid-19. Selon Mercedes, le nom de son remplaçant sera annoncé en temps voulu et il pourrait s'agir du Belge Stoffel Van Dorn. C'est lui le 3e pilote de l'écurie. Et puis en football, place aux Red Flames ce soir. Notre équipe nationale féminine affronte la Suisse. Elle espère décrocher la qualification pour le prochain Euro en 2022 et c'est l'occasion d'une rencontre avec la capitaine et triple soulier d'or Tessa Wielaert. Son portrait est signé Charles-Emmanuel de Wassège et Pierre Depré. Chaussée de 3 magnifiques escarpins dorés, Tessa Wielaert est bien la reine du bal. Mais lorsqu'elle n'était encore qu'une petite princesse, elle a vite compris que ce qu'elle voulait faire danser autour d'elle, c'était un ballon. J'avais 5 ans et j'avais fait la danse, mais j'ai vraiment pas de rythme, donc c'était pas pour moi. Et quand je suis pas bien dans quelque chose, j'aime pas. Donc à l'école, j'ai joué avec les garçons et apparemment, ils ont vu que j'avais un peu de talent. Donc ils m'ont demandé de joindre leur équipe. Donc là, l'amour pour le foot a commencé.
Après avoir fait ses armes en Belgique, la Flandrienne tente l'expérience du professionnalisme à l'étranger. Et avec succès. Wolfsburg, puis Manchester City, 5 saisons au plus haut niveau européen, porte-drapeau et locomotive d'un football belge en devenir. Mais il y a 4 mois, à 27 ans seulement, Wielaert met une sourdine à sa carrière. Pour se rapprocher des siens, elle rejoint Anderlecht. La passion reste intacte. Ah oui, je veux toujours gagner, donc aujourd'hui je suis heureuse. Mais c'est ici que le conte de fées redevient une histoire de fille, car si la championne tourne le dos au professionnalisme, c'est aussi parce que son compagnon ne l'a pas suivi à l'étranger. Mais si vous étiez un homme, probablement votre femme vous aurait accompagné en Angleterre. Oui, sans problème. Ça, c'est injuste. Oui, c'est frustrant, mais c'est comme ça et je pense que je suis née trop tôt pour vivre une vie comme ça, mais... Trop tôt, sauf pour être une des pionnières du foot féminin en Belgique. C'est goal et c'est Tessa Wielaert qui nous libère. Et qualifier les Red Flames pour un 2e Euro consécutif serait historique. Oui, le foot féminin a eu un boost ici, ça a vraiment commencé à vivre, donc je pense que c'est vraiment important qu'on se qualifie de nouveau. Et ce serait une ligne de plus au très joli palmarès de Tessa Wielaert. Oui, et on croise les doigts pour elle et pour toute l'équipe. Très belle soirée à vous. Place à Question en prime avec Sacha Daoud et ses invités.